Je suis coach professionnel, coach agile et Scrum Master, donc dans mes activités pour me rémunérer et manger tous les jours. Et sinon, j'ai des engagements climat que je fais de manière bénévole, et donc en particulier sur la fresque du climat et Time for the Planet. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ils étaient au The Event il n'y a pas très longtemps, donc merci à Zerator et à la communauté des gamers pour ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose, système 1, système 2? Ouais, ça, non, pour tout le monde? Ok. Je vous conseille le bouquin, vraiment. Et on va le faire rapide. Donc, système 1, ça va être la façon dont notre cerveau a de prendre des décisions de manière rapide, intuitive et émotionnelle. Et donc, c'est ce qu'on utilise en mode économie d'énergie, parce que ce qui consomme le plus dans notre organisme, c'est notre cerveau. Et le système 2, c'est celui qu'on enclenche quand il va vraiment falloir se mettre à réfléchir. Et donc aujourd'hui, je vous préviens, c'est une conférence système 2, si c'est possible pour vous, parce que j'aimerais que vous ne me croyiez pas sur parole et que vous alliez regarder toutes les sources. Le numérique responsable, c'est un sujet qui est complètement émergent et qui grandit de plus en plus. Et donc, comme tous les sujets émergents, il a encore besoin d'être alimenté. Et donc, il faut tous aller chercher. Et j'aimerais aussi qu'on puisse, à la fin de cette conférence, changer notre façon de voir le numérique. Alors, ce sera en 4 parties. Donc, on va aller regarder un petit peu le territoire du numérique et qu'est-ce que c'est que responsable. Ensuite, on verra pourquoi on est là aujourd'hui. Puis, comment est-ce que vous pouvez aussi, comme vous êtes certainement tous accompagnateurs du changement, coach agile, Scrum Master, directeur d'entreprise, comment est-ce qu'à votre manière, vous pouvez construire un manifeste pour une entreprise responsable et agile, pourquoi pas. Et ensuite, on fera un moment sur les ressources et questions-réponses, sachant que j'espère que cette conférence sera aussi une manière d'ouvrir des portes, en fait, et de vous apporter des domaines à explorer. Alors, le numérique, il faut savoir que c'est une sorte de 7e continent qui fait entre 2 et 3 fois la France au niveau de ses émissions de carbone. Et donc, si vous avez des téléphones portables, des ordinateurs, des périphériques, vous êtes tous citoyens de ce grand continent-là. Donc on est environ 4 milliards de citoyens sur ce continent, sur les 7 milliards d'êtres humains, et c'est un chiffre qui est en train de grandir et de grandir. Est-ce que vous pourriez me dire qui a entre 1 et 3 périphériques chez lui? Ouais, ok. Entre 5 et 8? Ouais, d'accord. Je compte aussi les machines, les thermomix, tout ce qui est connecté. Hein. Et plus de 15? Ouais. Ok. Et donc, vous faites partie des citoyens de ce grand continent qui a le plus de poids. Parce que si on ramène à cette moyenne au niveau du monde, c'est plutôt 4 périphériques. Par contre, quand on arrive au niveau de la France, on a en moyenne 15 périphériques. Donc, votre impact, à réfléchir en tout cas, a une importance. Comme c'est une conférence qui pourrait prendre beaucoup de temps, je vais passer le moment pour les jeux, mais ça aurait été sympa de pouvoir faire ça aussi avec vous. Je vais peut-être garder le premier, à votre avis, pour un ordinateur de 2 kg, donc celui que vous avez ramené aujourd'hui et que vous ramenez au travail pour la journée. Son poids en matière première, à votre avis, est-ce que c'est plutôt le poids d'une vache, donc 800 kg, une raie mentale, sachant qu'on peut descendre jusqu'à une chèvre, une trentaine de kilos. Combien il faut extraire de matière première à votre avis? Une vache? Ouais, exactement. On est quasiment près de la tonne. Et votre empreinte, elle va se situer au niveau de la construction. Donc, vous avez vu certainement peut-être la conférence qui était donnée juste avant la pause de manger, justement sur le numérique responsable. Donc, à partir du moment où vous enlevez le blister du téléphone que vous venez d'acheter, vous venez de craquer les 90% de CO2 qui sont générés sur l'utilisation d'un périphérique. Donc, notre impact, il est vraiment à réfléchir à ce niveau-là, et c'est aussi ça qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, la construction des terminaux. Et est-ce que vous savez combien de ces périphériques, de ces téléphones, de ces ordinateurs sont recyclés en France? Combien de pourcentage, à votre avis? Donc là, je vous ai mis des petites estimations agiles, mais est-ce que vous avez une idée? XS? Ouais, plutôt XS? Ouais. On est aux alentours de 15% en France, et on est très très bon par rapport à d'autres pays, 15%. Mais quand on est au niveau mondial, on tombe entre 5 et 7. Et il faut savoir que 70% des périphériques qu'on utilise, nous, citoyens du monde numérique, sont envoyés dans des pays émergents et ne sont pas recyclés. Alors,
quand on arrive et qu'on est citoyen du numérique, on arrive plutôt au scope 3 de ce qu'on appelle un bilan de carbone que vous pouvez faire dans vos entreprises. Le scope 3, c'est le moment où on est sur l'utilisation. Alors, je sais que les êtres humains sont plutôt intéressés sur la phase 1 de la conception d'un être humain. Ça, c'est intéressant. Par contre, sur la phase conception des numériques, ça a été vachement moins intéressant pour nous pendant longtemps. Et c'est pareil, la fin de vie du numérique, c'est aussi quelque chose de vraiment important dont il faut qu'on discute, parce que le recyclage, ça va prendre une très très grande part. Alors, et numérique responsable. Voilà en gros la grande carte de qu'est-ce que ça veut dire, numérique responsable. Bien entendu, pour le temps de cette conférence, je n'aurai pas du tout le temps de tout lister, de tout creuser avec vous. On va plutôt se trouver sur la partie Green IT et en particulier sur la sobriété numérique. Mais globalement, on va regarder toutes les démarches d'amélioration continue qui visent à améliorer l'empreinte écologique et sociale du numérique. Donc n'hésitez pas à aller chercher dans toutes ces sources-là. Alors, pourquoi cette conférence ? En tant que coach agile, j'accompagne les entreprises donc, dans un monde qui est VUCA. Et VUCA, c'est un terme qui est apparu dans les années 80 et donc qui définissait le monde comme volatile, incertain, avec beaucoup de complexité. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence entre simple, compliqué et complexe. Si ça vous parle ? Ouais. Donc complexe, l'important à retenir, c'est que donc on est absolument incapable de le saisir avec notre cerveau. Il faut qu'on le pose sur du papier. Et même une fois que c'est posé, on n'est pas forcément capable de voir toutes les interactions. Et donc on se situe vraiment à ce niveau-là, au niveau des problématiques environnementales et au niveau du numérique. Et aussi un sacré paquet d'ambiguïté. Et maintenant, on utilise aussi l'acronyme BANI. Et donc il parle de fragilité. Et donc, il nous demande de grandir dans nos compétences. Et donc, on se rend compte de la fragilité de nos compétences justement par rapport au numérique. Un monde qui est aussi anxieux, non linéaire et incompréhensible. Et donc, en tant qu'accompagnateur du changement, Scrum Master, coach agile, directeur d'entreprise, on fait tous face justement à ce monde-là qui n'arrête pas de bouger, qui nous demande de nous adapter, qui nous fait des profils qui sont incertains. Et donc, pour toutes ces choses-là, je me suis dit que c'était intéressant de rapprocher les deux. Comment est-ce qu'on accompagne une entreprise en agilité et en numérique responsable ? Sachant qu'il y a des parallèles, parce qu'un organigramme et accompagner une entreprise dans sa transfo, c'est beaucoup de parties prenantes, des besoins, des outils, il y en a dans tous les sens. Et comment on fait ? On n'arrête pas d'insister sur la communication, la transparence, l'adaptation, les itérations, le lean. Et une complexité numérique. Donc je ne sais pas si vous avez connaissance de la fresque du climat, fresque du numérique, c'est des choses qui se développent de plus en plus. Si vous devez retenir une chose de cette conférence, c'est aller fresquer, aller faire la fresque du climat et la fresque du numérique si vous voulez continuer à grandir sur ce domaine-là. Et donc pour les complexités numériques, on est sur la même chose. Beaucoup d'usagers différents, des besoins différents, des devices, des systèmes. Et en fait, on va appliquer un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va inspecter, adapter, améliorer et prolonger. Ok, donc, pourquoi pas un manifeste ? Je suis agiliste, le manifeste, ça m'a guidée pendant longtemps. Allons-y, réfléchissons avec ça. Donc, si je résume, une transformation agile, c'est accompagner une entreprise dans un nouveau sens, de nouvelles valeurs, avec de nouvelles capacités et de nouvelles pratiques. Et finalement, accompagner une entreprise en numérique pour qu'il devienne socialement et numériquement responsable, c'est passer par les mêmes étapes. Vous connaissez certainement la courbe à gauche de l'adoption des innovations dans les technologies. Et donc, félicitations, vous êtes juste à gauche, là, le petit point rose que j'ai mis. Donc, le moment où on est tous en train de se rendre compte que, on n'a peut-être pas pensé à tout quand on était en train de faire les choses. Et si vous êtes là aujourd'hui, et pourquoi je fais cette conférence, c'est justement pour passer, vous voyez, le gap, là où il y a marqué abîme. Alors, ce sera peut-être un peu petit ici. Là où il y a marqué abîme, c'est cette difficulté, en fait, qu'on va avoir d'adopter une innovation. Plus on est nombreux, plus on en parle et plus on fait de conférences sur le sujet, plus on sera capable de dépasser cet abîme et donc d'avancer sur le sujet. Donc allons-y, écrivons un manifeste agile responsable. J'attends bien entendu vos feedbacks parce que j'aimerais bien le faire grandir et faire en sorte que chacun puisse créer le sien et guider aussi son entreprise à partir de ça. Et donc je serais ravie d'avoir vos nouvelles à vous. Alors, je pense qu'on ne va pas repasser sur le manifeste agile.
je pense que ça c'est bon pour tout le monde. Je vais juste garder que comme on est dans un monde qui est complexe, on va se rappeler que c'est plutôt les valeurs de gauche que les valeurs de droite, mais que les valeurs de droite ne sont pas à oublier, bien entendu. Quand on réfléchit, on met tout en système et en interaction. Donc, les personnes et leurs interactions, j'ai voulu remplacer ça par l'humain a ses besoins, plutôt que l'exploitation de ses biais cognitifs. Alors, ça vous plaît quand vous êtes sur un site internet et qu'on est en train de vous dire que la chambre d'hôtel que vous voulez réserver, il y a 3 autres ou 10 ou 15 personnes qui sont en train de la regarder, que les prix vont changer et que peut-être vous ne pourrez pas faire votre réservation? C'est pas très top, non. En plus, si c'était une vraie personne qui était payée pour ça quand vous êtes en train de faire un achat dans un magasin, clairement vous trouveriez ça pas top du tout. Mais en fait, c'est ça qu'on vit. Et donc, l'exploitation des biais cognitifs, faut pas oublier que le numérique, ça nous a apporté énormément de choses, ça nous apporte énormément de choses en termes de connaissances, de liens. J'aurais jamais pu faire cette conférence si le numérique n'existait pas. Et d'ailleurs, si le numérique n'existait pas, vous ne seriez pas là aujourd'hui et moi non plus. Par contre, comme on est sur le numérique à partir de notre corps et de notre cerveau, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des biais cognitifs qui rendent justement ça compliqué. Et donc je pense par exemple aux personnes âgées, aux personnes qui ont moins de capacités que nous et qui peuvent se retrouver complètement dépassées quand les usages ne sont pas pensés pour elles. Mais je pense aussi à toutes les personnes qui ne peuvent pas être citoyens de ce continent parce qu'ils n'ont pas les périphériques adaptés. Donc c'est important de penser aussi à inclusivité. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire Netflix Derrière nos écrans de fumée. Donc, une autre phrase à retenir, je pense, de cette conférence, c'est qu'un cliqueur n'y arrive jamais seul. Si les gens cliquent sur vos applications, s'ils les utilisent, c'est que vous avez pensé ces clics-là. Et donc, le patron de Netflix, il n'y a pas très très longtemps, on lui demandait quel était son plus gros concurrent. Et donc, très tranquillement, il a regardé le journaliste et il lui a répondu « le sommeil ». Parce que ça, je pense que vous connaissez tous le moment où vous dites qu'il faut aller se coucher, mais qu'un épisode de plus, un tweet de plus, un Insta de plus. Donc c'est aussi pensé comme ça. Et je pense aussi aux jeunes générations avec un mouvement pour les gamers que je trouve vraiment génial, qui sont les Wholesome Games. Je ne sais pas du tout si vous connaissez. Je vous invite à aller regarder. En fait, c'est des jeux qui sont pensés justement pour ne pas utiliser les biais cognitifs ou d'être sur la performance, le fait de faire le meilleur high score. Et pourtant, je suis joueuse de StarCraft 2, donc j'aime bien ça. Mais c'est aussi vraiment très chouette de pouvoir se détendre et de faire des liens. Et je vous conseille cette vidéo. J'y mets toutes les sources à la fin. Ok, alors, les logiciels fonctionnels, des logiciels optimisés plutôt que des applications énergivores. Là-dessus, il y aurait tellement de choses à dire. Je vais juste vous raconter une expérience d'accompagnement numérique responsable d'une entreprise pour vous donner un peu le lien. Il y avait donc une très très grande entreprise de supermarché. Et ils avaient leurs employés avec leurs tablettes qui cherchaient des références. Et donc ils devaient faire ça toute la journée, donner des références à des clients, donner des références pour ranger, etc. Et ça mettait plusieurs secondes à s'afficher, des fois 10 à 15 secondes. Et donc en fait c'était une énorme requête dans un énorme batch, un truc... Vous savez, quand vous êtes développeur pour certains et que vous lisez du code et que vous vous dites si je retrouve la personne qui a codé ça, on va avoir une discussion, on va pas se faire que des câlins. Mais là, ils sont allés affronter avec justement quelqu'un qui les accompagnait en numérique responsable, le méga batch de la mort qui tue. Et donc, au lieu de racheter des serveurs et de la place disponible pour donner juste plus de RAM et faire tourner leur batch, ils ont attaqué, ils ont découpé, ils ont refactoré, ils ont été aidés par les super crafteux, les craftsmanship. Et donc ça, vraiment... Allez regarder du côté toutes ces pratiques-là. On a le même mindset, on a la même façon d'accompagner les entreprises, vraiment. Ils sont indispensables, je pense, à cette transition-là. Et donc, grâce aux crafteux, ils ont réussi à faire tourner leur batch sur seulement 5 à 6 secondes. Et donc, ils ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent là-dessus, parce qu'entre 15 secondes par employé et par magasin, ça faisait pas mal. Donc, c'est une des façons d'accompagner en numérique responsable. Il y a la loi de Worth qui a été écrite en 1995, donc c'était le moment entre Intel et Microsoft, la grosse bataille. Et donc on disait qu'à chaque fois qu'Intel donnait plus de RAM et plus de choses, Microsoft vous le reprenez en fait en termes de performance. Et donc je pense que vous avez connu ça peut-être quand vous lancez Windows 8 et que il rame le pauvre juste d'exister et de respirer, c'était difficile pour lui. Donc une autre façon de concevoir des logiciels, c'est justement de se dire ok, combien de temps ça va faire durer sur mon périphérique en fait. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de bloatware.
Ça, c'est aussi intéressant. Vous voyez, par exemple, sur Windows 8, les installations avec Candy Crush, l'automatisation avec Bing, ce genre de choses. Toutes les petites choses, en fait, qui sont installées directement sur vos périphériques, sur les téléphones Android, ce qu'on appelle des bloatware. Et donc, on peut peut-être essayer de penser à un monde où il n'y aurait pas des bloatware partout, qui nous prendraient du temps et de l'attention. La collaboration avec le client, j'ai voulu remplacer ça par proposer de la valeur utile, plutôt que de consommer et créer des marchés captifs. Alors, il y a vachement de choses, pareil, dessus. Tous ces mots, en fait, c'est vraiment pouvoir avoir une ouverture et que vous allez regarder. Mais je ne sais pas si vous connaissez la notion de prototype, si ça vous parle. Bon, il y a plein de façons de l'utiliser, mais on peut peut-être faire un petit jeu si j'ai le temps. Ouais, je pense que ça devrait aller. Ok. Je suis une commerciale de McDonald's et j'ai envie d'inventer un nouveau hamburger super trop chouette, qui serait vraiment très différent de ceux qu'on a l'habitude de faire. En fait, j'y ai pensé tout le temps, et finalement, ce que j'ai vraiment envie de faire là, c'est de faire un hamburger aux spaghetti bolognaise. Ok. Oui, je sais, mon chef, quand je lui ai dit ça, il me regardait en mode « T'es sûr ?» Et donc, il m'a demandé des preuves, des études qui pourraient me permettre de me dire « Ok, on va quand même lancer une énorme chaîne de montage qui va coûter beaucoup d'argent et qui va prendre beaucoup de temps. Juste pour mon idée, peut-être pas. » Alors, à votre avis, comment est-ce que je fais pour prouver à mon chef que le hamburger spaghetti bolognaise, c'est la nouvelle révolution, avec le moins de temps et le moins d'argent possible ? En local, ouais, effectivement, il va falloir que je me mette plutôt dans un magasin, pour pouvoir voir. Mais est-ce que je le construis moi-même ? Est-ce que j'utilise ce qui existe déjà dans un restaurant McDonald's pour le faire ? Comment est-ce que je fais ? Exactement. Exactement. Ça va me prendre 3-4 enseignes, de quoi faire un joli menu. Et puis je le présente et je vais juste compter le nombre de personnes qui vont me demander mon hamburger aux spaghetti bolognaise. Et bon, il s'est avéré qu'en fait personne n'en voulait, donc ça nous a tous fait faire des économies. Mais voilà une façon en fait de tester au plus light possible une idée. Et donc il y a plein de façons de faire ça. Est-ce qu'un burger au ravioli sera pas du marché ? On va refaire un nouveau menu, on va retester. Ok. Mais il y a vraiment plein de choses. Je vous conseille vraiment tout ce qui est les event storming, le design circulaire. Il y a plein de choses. L'A/B testing, bien entendu, que vous connaissez. Oh, pas la bonne flèche. Et donc, je vais prendre une petite minute pour vous parler de l'histoire de l'obsolescence programmée, parce que l'obsolescence programmée, dans le numérique responsable, ça a plusieurs sens aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez considérer qu'une machine à laver, elle peut être bonne à jeter au bout de 3 ans. C'est vrai. Mais vous pouvez aussi considérer que vous avez tellement chargé en performance l'application que vous donnez à vos utilisateurs que ça va cramer leur batterie, et extrêmement vite. Ça peut prendre plein de formes, et c'est important d'y réfléchir. Donc, on est assez fort pour développer de la belle ingénierie, donc on va faire des ampoules, à la création des ampoules à filaments qui pouvaient durer vraiment beaucoup plus longtemps que les ampoules que vous avez eues, par exemple. Ou sinon, quand on a inventé l'iPhone, ok, c'est du numérique, c'est un périphérique, mais à ce moment-là, vous aviez, pour pouvoir écouter de la musique, c'était d'un côté, pour pouvoir téléphoner, c'était d'un autre, et donc tous ces usages-là se sont retrouvés dans le même périphérique. C'était une rationalisation à l'époque, et qui était plutôt chouette. Ou encore SpaceX qui permet d'avoir des boosters qui réatterrissent tout seuls et qui sont donc réutilisables. C'est vachement chouette. Alors par contre après, il faut inventer l'obsolescence programmée. Et si possible, essayer d'inventer un marché captif qui fera que absolument personne ne pourra se passer de vous. Donc je ne sais pas si vous connaissez MiCode, c'est une des chaînes YouTube que je vais vous recommander. Donc c'est un développeur, il fait un tas de trucs. Il a fait une très bonne vidéo sur comment ça se fait que vous avez l'impression que vos cartouches d'encre sont tout le temps vides. Et sur en fait comment ça se fait qu'acheter une imprimante c'est si peu cher, mais que par contre, les cartouches, il faut tout le temps en racheter. Il doit y avoir un truc de marché captif là-dessous, c'est possible. Et sinon, les fameuses Tesla qui sont assez impressionnantes. Je suis montée dans une Tesla il n'y a pas très longtemps. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, l'écran, tout ça. Par contre, en fait, là, quand ils les vendent, il y a le même matériel à l'intérieur, mais les batteries, la capacité d'usage des batteries sont bloquées par un software à l'intérieur. Et donc, vous achetez tous le même matériel, mais par contre, vous allez acheter plus cher le fait que le software débloque la batterie de votre voiture.
C'est aussi une façon de contrôler, justement. Et après, Apple, je pense qu'il n'y a pas besoin que j'insiste dessus. Les chargeurs différents, tout ça. Après, quand on parle de marché captif, par exemple, Apple, c'est aussi un écosystème qui fait qu'ils gèrent extrêmement bien leurs performances et qu'ils gèrent extrêmement bien leurs applications, la sécurité. Il y a plein de choses qui sont vraiment très bien. C'est juste que, dans l'autre sens, ça serait bien qu'ils arrêtent et qu'ils fassent de l'USB-C maintenant. Mais on leur a demandé, donc là, légalement, ils vont devoir être obligés. Et donc voilà, des fois, on n'est pas complètement malin, en fait. On est capable de faire vraiment des tonnes de trucs, et très très bien. Par contre, en tant que nouveaux citoyens de ce continent, on est encore en train de construire quelles sont les règles, et comment est-ce qu'on interagit les uns avec les autres, et quelles sont les valeurs qu'on transmet. Et pour l'adaptation au changement, je vous propose l'amour de l'existant et son adaptation plutôt que la course à la croissance. Et donc tout ce qui va être aussi justement la mutualisation de vos devices, parce que comme on en a parlé, c'est 90% du CO2 émis au moment de la construction. Donc vous avez un PC chez vous, vous avez un PC à l'ordinateur, vous avez combien de devices, ça peut vraiment être intéressant d'y réfléchir. Tout ce qui est aussi FinOps, et puis bien entendu tout ce qui est indicateur. Donc quand on accompagne une démarche avec du numérique responsable, c'est très très important d'analyser et de mesurer. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste là-dessus, mais par contre, je regarde et je lis tout ce qui est fait par la démarche Green IT, l'INR, et donc il y a vraiment énormément de choses. En fait, la problématique, c'est plutôt quel temps on alloue au fait d'apprendre et de mettre en place et de pratiquer pour l'instant. Je ne sais pas si vous connaissez aussi le design circulaire. Ça vous parle un peu ? Allez creuser pareil, parce que, en fait, le but du jeu, c'est pas tant de concevoir une idée, de la mettre en place et de voir qu'elle est utilisée, mais ça va être aussi de voir dans quoi elle s'intègre en fait. Donc par exemple, est-ce que quand on a inventé les cotons-tiges en plastique, on a réfléchi jusqu'au bout ? Parce que si on s'était posé la question de la circularité, donc de la nature, on se serait rendu compte que ces petits machins-là, ils passent à travers absolument toutes les gouttières et qu'ils retrouvent dans l'océan, à faire des petits déchets de plastique qui font qu'après, on le boit. Et donc, prendre en compte en fait la contrainte du numérique, mais aussi la contrainte de manière générale de l'environnement dans notre façon de concevoir des produits et de les penser, je pense que c'est une des choses qui va faire qu'on va tous avancer dans le bon sens. Alors, on a aussi, par exemple, des exemples de sobriété avec Captain Train, mais tout simplement avec Google. C'est pas parce qu'on fait du numérique responsable une démarche de sobriété qu'on ne fait pas de bénéfices. En fait, l'important, c'est de ne pas les opposer. C'est plutôt de réfléchir à comment est-ce qu'on peut les mettre en interconnexion pour aller avec les valeurs de l'entreprise et là où on veut l'entraîner. Back market, ça doit commencer à vous parler. Il y a eu beaucoup de pubs dans les métros. Ouais. Dans une des missions là, que j'accompagnais, on avait des grosses problématiques de performance sur une application. Un classique. Et donc on devait tester surtout quelle était l'expérience utilisateur des gens qui n'avaient pas un aussi bon smartphone que les développeurs en fait, tout simplement. Et donc on a commandé sur Back Market des téléphones en mauvais état qui nous ont permis de tester les performances et de voir quelles étaient les expériences utilisateurs pour les gens qui avaient moins de moyens sur leur device, plutôt que d'en acheter d'autres et de passer par d'autres systèmes. Et Fred et Jamy, ça doit vraiment tous vous parler. Donc Fred, il a fait une nouvelle chaîne YouTube qui est vachement intéressante. Et en quelques minutes, vous apprendrez très bien qu'est-ce qui se passe au niveau du recyclage des smartphones. Et elle peut être partagée justement avec les enfants aussi, à tout public. Yes. En fait, c'est une question qui est vraiment intéressante, la question de back market. Parce qu'effectivement, pour ce qui est de ne jetons pas, réutilisons, ça tout le monde est d'accord. Hein. C'est comme votre téléphone, au lieu de le jeter, vous le donnez à votre maman, à quelqu'un, voilà, c'est partagez-le, faites-les vivre. Parce que comme on a dit, 90% du CO2 a été fait au moment de sa construction, autant qu'il soit vraiment utilisé jusqu'à la dernière miette, le téléphone. Et donc, c'est une des complexités, je trouve, avec le numérique responsable, c'est que, oui, back market sur l'idée, vachement top, et après, c'est comment est-ce qu'on met en place les choses et à quel point c'est fait. Et toujours pareil, en fait, comme une idée, on doit l'adapter et l'améliorer. Pour moi, l'important, ça va être surtout la démarche d'amélioration continue qu'il y a derrière l'identité de l'entreprise et comment elle la met en avant. Il y a eu beaucoup de polémiques et la façon dont ils ont répondu sur leur site et dont ils ont expliqué pourquoi ils faisaient les choses, je trouve, était assez intelligente. Donc,
il n'y a pas de solution parfaite en fait avec la crise climatique. Et il y a tellement de sujets qui sont clivants autour que l'important c'est plutôt de se demander est-ce que ça va dans le bon sens et est-ce que si c'est pas encore top, comment est-ce qu'on va faire pour que ce soit mieux, quoi. Après c'est la démarche que je donne, mais c'est toujours ouvert à débat. La règle des 5 R, ça vous parle peut-être? On en parlait tout à l'heure justement au talk de Womanity. Donc avant d'acheter, avant de consommer, peut-être déjà refuser, même si on nous le propose. Parce que, par exemple, tous les goodies, toutes les choses qu'on nous donne un petit peu tout le temps, qu'on n'a pas forcément demandé, est-ce que vraiment il faut les accepter? Est-ce qu'on ne pourrait pas organiser des événements sans? Je sais, j'embête Agile en scène avec les goodies, avec ça, ils le savent très bien. Mais bon, c'est tout le monde des conférences de toute façon. Comment est-ce qu'on fait pour en enlever? Pour réparer, pour réutiliser, pour recycler? Donc ces 5 questions, elles peuvent vous accompagner au quotidien. Et une autre que j'aime beaucoup, c'est la méthode bisou. Et celle-là, elle est utilisée, alors moi je l'ai découverte quand j'ai fait la fresque du textile, parce que c'est pareil, en fait la fresque du climat vous permet d'ouvrir le vaste monde des fresques amies. Il y a la fresque de la construction, la fresque du textile, il y a vraiment sur tous les sujets possibles. Parce que comme c'est un problème complexe qui touche absolument tout ce qui a trait à la vie humaine, tout le monde a sa petite pierre à penser et à construire en fait. Donc la méthode bisou, avant d'acheter un nouveau vêtement, mais aussi un nouveau device, un nouveau périphérique, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que j'en ai besoin maintenant ou est-ce que je pourrais pas attendre 2-3 jours? Juste 2-3 jours, pour voir si j'en ai vraiment besoin encore dans 2-3 jours. Est-ce que j'en ai pas déjà un qui pourra faire une expérience un peu semblable? Ou est-ce que ça a été construit? Alors là, je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir avec vous sur cette notion-là de qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité d'une entreprise sur la production et la construction. Et est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est utile? Tout à l'heure, je vous avais mis les index de réparabilité. Ça peut être vraiment aussi intéressant de regarder à ce niveau-là. Il y a plein d'initiatives, comme les Fairphone, par exemple, qui essayent de faire ça. J'ai même entendu Apple qui commençait à dire qu'ils avaient envie de faire des téléphones réparables, ajustables. Je suis curieuse. Voilà pour le manifeste pour une agilité responsable. Je suis absolument pas la première à en avoir écrit un. Et j'espère que je ne serai pas la dernière. Pour moi, l'important, en fait, c'est comment est-ce que vous pouvez le co-construire avec vos équipes et définir ensemble des valeurs, et comment est-ce que vous pouvez faire que ce soit des valeurs qui soient accompagnées au quotidien. Et donc, on en discutera si vous voulez à la fin. Ce que je voulais vraiment vous transmettre, c'est toutes ces actions-là à commencer à faire, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est plein de portes, il y a plein de choses. Il y a un tas de webinaires en fait pour construire cette conférence-là. J'ai passé, je pense, entre 5 et 10 heures sur YouTube en low quality, même si je sais que c'est pas le pire des impacts quand même, à regarder les conférences, à regarder ce que faisait Womanity, à regarder ce que faisait Frédéric Bordage, à regarder vraiment tout ce qui se faisait dessus. Et ça m'a permis d'apprendre énormément, de faire plusieurs MOOC qui sont gratuits, que je liste aussi à la fin. En fait, comme c'est quelque chose qui est encore en train de se construire et qu'il n'y a pas encore vraiment de normes, comme c'est une sorte de pays émergent, il ne faut pas hésiter soi-même à mettre les mains dans le cambouis et à aller regarder quelles sont les compétences qu'on a soi pour pouvoir apporter quelque chose et comment est-ce qu'on peut mettre tout le monde en autonomie autour de grandir. Donc, je vais vous laisser sur une phrase, moi, qui m'a accompagnée toute ma vie. Merci à mes parents pour ça, parce que lire Sartre quand on est jeune, c'est pas mal en fait. Donc l'important, c'est pas ce qu'on a fait de nous. Et donc, c'est-à-dire, on arrive, on est en scope 3, comme on voyait au début de la conférence, nous, on arrive, on devient citoyen du monde du numérique parce qu'on allume un téléphone. Mais c'est ce qu'on va faire maintenant de ce qu'on a fait de nous. Ok, on en a pris conscience, on fait partie des gens qui ont envie de faire bouger les choses. Qu'est-ce qu'on veut en faire maintenant? Et donc c'est pour ça que j'ai mis toute la liste des actions. Je pourrais en parler pendant des heures, donc n'hésitez vraiment pas à la fin de la conférence si vous voulez discuter de comment on peut mettre tout ça en place. Et enfin, je pense que c'est important, comme on est ici à Agile en scène avec des accompagnateurs en changement, vous luttez contre l'Achille-washing. Je pense que vous essayez de faire ça au quotidien. Le fait que les choses ne soient pas seulement des mots, le fait que quand vous vendez une formation, il n'y a pas seulement les personnes qui doivent y assister, mais aussi les managers et le COMEX, par exemple. Vous connaissez toutes les difficultés en fait, que rencontre une entreprise quand elle fait une transformation agile, ce sur quoi elle se heurte. Mais en fait, une transformation numérique responsable, c'est pareil. C'est les mêmes freins, c'est les mêmes difficultés. Donc il faut essayer de rester cohérent autour de ça. Donc si vous ne faites pas d'agile washing, en fait, vous ne ferez pas de greenwashing. Parce que vous ferez des valeurs.
Et je vous laisse sur un petit jeu avant de partir. Et la citation de Mark Twain, donc ils ne savaient pas que c'était impossible, du coup ils l'ont fait. Mais est-ce qu'ils se sont posé la question de savoir s'il fallait le faire? Je pense que c'est aussi vraiment la question à garder. Et donc vous avez devant vous le kit DIY de Netflix pour faire des chaussettes connectées qui arrêtent Netflix quand vous vous endormez, pour que vous ne perdiez pas une seule seconde de votre série. Voilà. Et bien, n'hésitez pas, en rentrant ce soir, tout à l'heure, à faire un concours de qui est-ce qui trouve les 10 innovations que vraiment on aurait pu s'en passer, quoi. C'était peut-être pas forcément la bonne chose à faire. Et de les étudier et de regarder, en fait, à partir de quand vous vous seriez arrêté. Est-ce que c'était quand la personne est arrivée en disant « j'ai trop envie de faire un hamburger aux spaghettis » Est-ce que c'était plus tard? Qu'est-ce que vous auriez mis en place comme test et comme validation pour vérifier que vraiment ça a un sens de faire cette chose-là et de bien le faire? Je vous remercie. Et pour aller plus loin, et donc ce sera à disposition, toutes les sources qui m'ont permis de construire cette conférence. Voilà.